Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 8 décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Eric Galliègue pour son point stratégique hebdomadaire, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien, le CAC 40, a ouvert dans le vert, se maintient dans le vert, plus 0,34% à 7453 points. Prochain catalyseur, prochain pourvoyeur de liquide de volatilité, c'est à 14h30, la publication du rapport NFP qui déterminera si oui ou non, le CAC 40 fera l'objet de prises de bénéfices ou non. Toute surprise pourrait être justement une justification des prises de bénéfices. Pour comprendre cet environnement, je suis en duplex avec Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin, je vous remercie beaucoup. Vous êtes donc directeur de la recherche chez FU Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité de la semaine qui a eu un impact sur les marchés, sur les indices actions. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, on va faire le bilan de la semaine Eric, du jeudi au jeudi toujours. Oui, donc c'est un bilan qui demeure positif en Europe puisqu'on a gagné près de 2% sur cette semaine. Il est plus mitigé aux États-Unis puisqu'on fait une pause après une hausse qui a été effectivement importante. L'écart entre les deux s'explique comme souvent par la variation du taux de change puisque l'euro a baissé de près de 1%, qui constitue à peu près l'écart entre les deux performances des grands indices occidentaux. Ok, très clair. Écoutez, on va regarder maintenant dans le détail quelles sont, selon vous, les actualités qui ont eu un impact, qui ont hanté l'esprit des investisseurs tout au long de cette semaine et qui ont un impact sur leur choix stratégique. On va commencer par la politique monétaire et la BCE qui pourrait effectuer son pivot avant la Fed. Alors oui, c'est effectivement une nouvelle importante et qui change un petit peu la donne. C'est vrai qu'il y a une forme de grande instabilité en fait dans les évolutions qu'on peut imaginer en ce qui concerne les taux administrés par les banques centrales, comme les taux de marché d'ailleurs. Et donc effectivement, Isabelle Schnabel, qui est une membre influente du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui est plutôt faucon, comme on dit, a elle-même dit que en fait la BCE pourrait retirer de la table de futures hausses de taux compte tenu de la baisse remarquable de l'inflation. L'IPCH est revenu à 2,4%. C'est un chiffre extrêmement important et relativement bas, en tout cas beaucoup plus bas que les attentes des économistes. Ça montre que l'inflation est sur la bonne voie, même si la véritable inflation est une inflation en dehors de ses composantes les plus volatiles, hein, puisque la baisse accélérée de l'inflation est très en relation avec la baisse des prix de l'énergie et du pétrole. Et donc, globalement, c'est plutôt, bien sûr, une bonne nouvelle. Et cela voudrait dire que la BCE pourrait peut-être, effectivement, baisser ses taux plus vite qu'on ne le pense. Alors, pas demain matin, mais en tout cas, dans l'année 24, ce qui n'était pas du tout garanti jusqu'il y a très récemment. C'est ça, selon les derniers sondages réalisés sur les marchés financiers, a priori les opérateurs, les financiers s'attendent à ce que la BCE effectue son pivot au cours du S1 2024. Certains même prédisent mars 2024. À voir tout ça, en tout cas ce serait a priori pour l'ensemble de la communauté financière, pour la majorité de la communauté financière au cours de l'exercice prochain. On va basculer de l'autre côté de l'Atlantique avec avec la publication d'un des rapports sur l'emploi très suivi par la Réserve fédérale américaine, c'est le rapport ADP. Tout à l'heure, on aura le NFP, mais en tout cas, c'est le rapport ADP qui confirme que le marché du travail américain se refroidit. Oui, avec 103 000 créations d'emplois, selon le rapport ADP, c'est une confirmation donc du niveau du mois précédent, et c'est à nouveau inférieur d'à peu près 25% aux attentes du marché. C'est plutôt donc une nouvelle qui confirme le ralentissement, donc le refroidissement du marché de l'emploi, du marché du travail américain. C'est un élément évidemment important que la Fed regarde de très très près, avec bien sûr le rapport officiel du ministère du Travail américain qui sera publié cet après-midi. En tout cas, c'est plutôt à nouveau une bonne nouvelle du point de vue monétaire de voir ces créations d'emplois limitées à 103 000. Exactement. Alors, on va poursuivre on va basculer de l'autre côté, on va aller en Chine, où Moody's, tout le monde a suivi ça, Moody's a rabaissé la perspective de la note de crédit de la Chine. C'est effectivement une mauvaise nouvelle, on en a eu d'autres hier avec les chiffres de la balance commerciale, bref, rien ne va plus en Chine, on a l'impression. Oui, c'est vrai que cette annonce de Moody's de limiter, donc, de dégrader en perspective la perspective de la notation de la Chine
reflète en fait une dégradation générale de la conjoncture économique chinoise, avec un endettement qui est devenu très important. On le sait depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, notamment les municipalités chinoises portent une dette extrêmement importante. C'est un risque pour l'ensemble du système financier chinois, donc un risque financier pour la Chine, qui nous concerne peu parce que voilà, il y a pas de porosité entre le système financier chinois et le système financier occidental, on va dire. Et c'est vrai que ça aurait des conséquences graves sur la croissance économique chinoise, qui déjà est un peu en berne. Si on avait en plus à gérer une crise financière, ça serait encore plus difficile pour l'économie chinoise. C'est bien sûr une nouvelle plutôt négative. Nouvelle plutôt négative. Alors je crois de mémoire que la dette cumulée des provinces régionales et locales chinoises, c'est 11 000 milliards de dollars qui sont du hors bilan, du coup pas à force des choses. C'est pour ça qu'on a eu du mal à l'estimer, etc. Mais a priori, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que la dette chinoise représente plus de 250% de son PIB. Du coup, c'est juste gigantesque. Vos sources sont excellentes, Eric, sur cette info. On va finir avec la BCE qui augmente les exigences en fonds propres. Oui, c'est un sujet toujours très important pour les banques qui ont une activité quand même assez spécifique. Leur matière première, c'est l'argent, c'est la monnaie, bien sûr. L'encadrement de leur activité est extrêmement rigoureux. Et bien sûr, les banques centrales exigent donc qu'elles, en quelque sorte, immobilisent des fonds propres au regard de leurs risques, de leurs encours de crédit. Donc cette réglementation a été durcie par la BCE, puisque donc les exigences de fonds propres réglementaires, comme on les dénomme, ont été relevées, notamment pour les banques françaises, ce qui constitue à nouveau une mauvaise nouvelle sur le chapitre plutôt des entreprises, puisque effectivement les banques représentent une partie significative des indices européens. Très clair. Écoutez, je vous remercie pour cette revue de l'actualité de la semaine écoulée. On va donc poursuivre avec votre synthèse de la semaine, Eric. Alors, c'est une synthèse qui est neutre, puisqu'on a deux bonnes nouvelles, en quelque sorte. La BCE qui va peut-être baisser ses taux plus vite que prévu, le rapport ADP qui montre que le marché de l'emploi américain a refroidi, donc tout ça va dans le sens monétaire, en quelque sorte, d'une amélioration de la situation ou d'une fin de cycle sur les taux d'intérêt monétaires des banques centrales. Et on a deux nouvelles qui viennent donc compenser malheureusement ces éléments favorables. C'est Moody's qui dégrade la perspective de la note chinoise, et la BCE qui augmente les exigences de fonds propres donc des banques. Donc tout ceci nous donne une actualité qui est neutre pour cette semaine. Effectivement, écoutez, on comprend effectivement un peu mieux comment réagissent les marchés aujourd'hui et comment ils se comportent. Du coup, par la force des choses, j'imagine que vos recommandations d'investissement en fonction du degré de risque que les investisseurs sont prêts à accepter ne bougent pas fondamentalement. Alors, fondamentalement, on a été amené à modifier notre, référentiel de recommandations. Donc, je rappelle que nous faisons cette mesure du risque. On essaie de l'objectiver le plus possible pour donner donc cette information aux investisseurs d'une façon générale. Donc, il est très important de savoir le risque de marché auquel ils s'exposent lorsqu'ils décident d'investir. Donc, c'est un premier point, c'est le niveau de risque. Ce niveau de risque reste aujourd'hui toujours élevé. Il a baissé, ce risque, il a baissé depuis un mois et demi à peu près, mais il reste au-dessus de la moyenne historique. Donc, on a un risque de marché qui est toujours plus élevé que la moyenne. C'est un premier point que les investisseurs prennent en compte dans leur décision finale. Le deuxième point, c'est la mesure finalement de la dynamique des prix de marché. Cette dynamique de prix, on la mesure de différentes manières, avec des indices propriétaires, donc le spread momentum, que nous calculons sur les 600 sociétés du Stoxx 600. Donc c'est la synthèse en fait entre les signaux d'achat que nous relevons par rapport au total. Et ces signaux d'achat net des signaux de vente se sont largement améliorés puisqu'on a un solde de 20%, donc il y a 20% de plus de signaux d'achat que de signaux de vente, ce qui est plutôt positif et qui montre bien le retour du marché à une tendance haussière. On a par ailleurs un market pressure index donc qui mesure en quelque sorte le risque direct sur les marchés, qui est de 49%, qui est donc relativement confortable. Donc au total, nos recommandations par rapport à ces outils, je dirais, directionnels, sont de proposer 85% d'investissement en actions en Europe contre 100% aux États-Unis,
Ce nouveau référentiel est défini entre 50 et 100%, c'est-à-dire que dans le pire des cas, on sera 50% actions, et dans le meilleur des cas, 100%. Donc, c'est très clair, aux États-Unis, nous sommes 100% actions, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement que la dynamique actuelle va perdurer et que donc le marché devrait fournir aux personnes qui achètent maintenant une rentabilité correcte pour les 12 prochains mois. Très clair. Donc, comme vous dites, 100% en marché, 100% aux USA et 85% en Europe. Ça veut dire que si je comprends bien, vous estimez que le risque est un peu plus élevé, ou en tout cas le risque est un peu moins fort du côté des États-Unis qu'en Europe, pour l'instant, aujourd'hui. Alors, pas le risque en tant que tel, mais je dirais la dynamique des prix, notre recommandation est un peu moins favorable en Europe, et on a encore besoin de certaines confirmations pour pouvoir s'aligner en quelque sorte sur la plus forte recommandation que l'on peut faire à partir de ces outils donc de price momentum et de dynamique des prix. Mais effectivement, en Europe, donc on est un tout petit peu en retrait par rapport aux États-Unis. Super, merci beaucoup Eric pour votre temps, pour votre présence, et puis pour nous proposer un peu quasiment en exclusivité le nouveau calcul, le nouveau modèle de calcul de FI Advisor Valcan. Merci beaucoup Eric. Eric Galiec, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, est avec nous tous les vendredis matins pour nous syncrétiser l'actualité de la semaine sous l'angle politique, monétaire, géopolitique, et nous expliquer donc à partir de cette synthèse quel est son impact sur l'évolution des marchés actions, et puis et nous distiller ses recommandations d'investissement ou non. Voilà, je vous souhaite une excellente journée Eric. Pour ma part, je vous dis à tout de suite, puisqu'on va marquer une rapide courte page de publicité. Dans un instant, on se retrouvera pour la suite et la fin de cette édition du 8 décembre 2023 du live de TV Finance. À tout de suite.